La transition énergétique, vous allez entendre ça très souvent dans les prochaines semaines. Des débats vont être organisés dans les régions et sur Internet dès le mois de mars. Projet de loi futur, le but du jeu est de vous faire consommer mieux cette fameuse énergie, moins de rejet de CO2, davantage de recours aux énergies renouvelables, moins de nucléaire et surtout un important mouvement citoyen, une révolution citoyenne qui nous concernera toutes et tous. On a décidé ce soir, non pas très cathodique, de prendre des exemples précis et de voir quelles sont les conséquences de cette transition énergétique pour la région. Conséquences environnementales, bien évidemment, économiques et sociales. Avec mes invités que je vous présente tout de suite. Bonsoir Sandrine Bélier. Bonsoir. Députée européenne Europe Écologie Les Verts. À vos côtés, Jean-Luc Cardozo. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Vous représentez la CGT Fessenheim de la centrale nucléaire. Et à vos côtés, Antoine Wechter, le président du mouvement écologique indépendant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mathieu Jean-Villers, salut. Salut Tanguy. C'est la place de l'édito. C'est vous qui allez ouvrir ce débat d'idées sur la transition énergétique. Quel honneur, quelle responsabilité. Ouais, alors c'est un enjeu, un vrai enjeu d'avenir, vous l'avez dit, puis un débat en même temps rapidement un petit peu technique et compliqué. Alors moi je suis pas vraiment spécialiste de la question, mais en même temps dès que j'ai entendu transition, je me suis dit bon, en Alsace on avait quand même les armes, c'est quand même un domaine où on se débrouille pas trop mal généralement. Transition historique par exemple, hein. Un coup français, un coup allemand, un coup français, un coup allemand, un coup français. En 2 siècles, je pense que personne n'a fait mieux. Non, on est pas mal. Champion de la transition sportive aussi, hein. Prenez le Racing, un coup professionnel, un coup amateur. Il y a 3 ans, on jouait contre l'OM, maintenant c'est Mont-Solémine. Non, niveau transition, franchement, on est pas mal. Transition politique aussi, hein. Un jour, la région est à droite, et puis hop, elle bascule à droite. Non, elle est toujours à droite, en fait. Non, c'est vrai que ça ne marche pas à tous les coups non plus. Pourtant, au niveau écologie, en Alsace, on a l'impression d'être quand même plutôt bien armé, hein, parce que, voilà, la région a enfanté Antoine Wechter, parce que les Strasbourgeois font un peu plus de vélo qu'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en termes de transition, là, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas tout à fait au top. Non, c'est vrai qu'avec notre vieille centrale nucléaire de Fessenheim d'un côté et puis nos 0 éoliennes dans les Vosges, on n'est peut-être pas tout à fait effectivement au top des énergies du futur. C'est vrai que quand vous pensez que Fessenheim a été construit sous Georges Pompidou à une époque où Beckenbauer jouait au football et où Eddy Merckx gagnait le Tour de France, c'est vrai que niveau modernité, futur, tout ça, on a fait mieux. Non, et pourtant, on a bien compris, il va falloir faire des efforts, il y a une transition qui s'impose, même si le pétrole, tout ça, on a bien compris qu'il allait falloir bientôt s'en passer, même si pour l'instant, ça permet quand même encore de faire venir David Beckham au Paris Saint-Germain, c'est vrai. Alors le constat, vous l'avez compris, hein, au départ, les énergies fossiles, en plus d'être polluantes, elles sont de plus en plus rares, elles coûtent de plus en plus cher à produire, donc ça coûte fatalement de plus en plus cher. En plus, la demande mondiale augmente. Sur le constat, non, là, tout le monde est à peu près d'accord, d'où la nécessaire transition vers des nouvelles énergies plus économiques et plus écologiques si possible. Sauf qu'on a quand même l'impression que les choses ne bougent pas très très vite, hein, à part inaugurer 3 panneaux solaires à gauche, 2 voitures hybrides à droite. Non, c'est pas encore la grande révolution verte, hein, à l'échelle de toute une région ou tout un pays. Bref, on attend un petit peu que ça change. Il va quand même surtout falloir beaucoup de courage aux politiques pour expliquer qu'il y a un vrai changement à faire, que peut-être aussi l'énergie demain coûtera plus cher, ce qui est à peu près inéluctable quand même. Bref, il y a un grand virage qui se rapproche. On n'a pas encore vraiment commencé à freiner, ni même à tourner le volant. Vous allez me dire, en Alsace, on peut toujours essayer de refiler le volant à Sébastien Loeb. Il arrivera peut-être à sauver un petit peu le coup. Et puis comme lui-même finit sa carrière en rallye, au niveau transition, il est tout à fait compétent. Merci Mathieu, vous restez avec nous. Antoine Wechter, je retiens 2 choses du papier de Mathieu. Il parle de courage politique et surtout, il nous explique que on n'est pas vraiment prêt, on est en retard par rapport à d'autres pays. Alors, transition énergétique, oui, formidable, on le dit, c'est indispensable évidemment pour avoir une planète qui respire mieux. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à la mener, cette transition énergétique ? Manifestement en France, on est beaucoup en retard. Parce que quand même, au cœur de la transition énergétique, il y a d'abord la réduction de la consommation d'énergie. Alors que la consommation des ménages a augmenté de 2,4% encore l'an dernier. Il suffit d'examiner ce qui se passe dans tous les autres pays, et il y a un pays qui est nettement en avance, c'est le Danemark dans ce domaine, où quand on regarde la quantité d'énergie, ne serait-ce que quantité d'énergie électrique par personne, la France se situe très nettement au-dessus par rapport à ce que font les autres pays. Et en plus, on voit effectivement qu'en France, cette consommation augmente alors qu'elle diminue dans tous les autres pays. Donc ça, je crois vraiment, il faut bien retenir cet aspect-là des choses.
au cœur de la transition énergétique, il y a la diminution de la consommation. Sandrine Bélier, à quoi va carburer demain la France, l'Alsace, l'Europe finalement ? On parle de mix énergétique. On réduit la part du nucléaire, on va y revenir dans un instant. Les panneaux photovoltaïques, on sait que l'industrie du photovoltaïque est en crise depuis quelques années. Il y a eu des licenciements, des fermetures d'usines en Alsace. Demain, on carbure à quoi ? Demain, vous avez utilisé le bon terme, c'est celui de mix énergétique. C'est produire notre énergie de façon totalement différente que celle qui a été le choix énergétique du XXe siècle. Le nucléaire pour la France, essentiellement le nucléaire. Et puis toute notre économie qui est basée sur le pétrole. On parle de troisième révolution industrielle et c'est vraiment ça. Et le mix énergétique, c'est-à-dire qu'on ne concentre pas toute notre production énergétique sur une seule source. Le nucléaire. On fait un mixte. Demain, Vous savez, on réduit la part, ce sera 50% je crois en 2025. Quand on parle de transition, il ne s'agit pas de dire on ferme toutes les centrales et le nucléaire c'est fini. Ça va prendre du temps. Mais aujourd'hui, la production nucléaire, c'est plus de 80% de notre production énergétique en France. L'idée d'électricité. Antoine a raison de le préciser. L'idée, c'est que dans les 10 prochaines années, on réduit cette part et puis que l'on développe l'énergie solaire, que l'on développe l'énergie éolienne, la géothermie et qu'on s'appuie selon les territoires parce que c'est une logique territoriale. Et là, vous êtes super confiant. En 10 ans, la France peut opérer la révolution qu'elle n'a pas faite ces 20 dernières années. Écoutez, l'Allemagne l'a fait. Elle relance des centrales au charbon. L'Allemagne l'a fait. Elle relance des centrales au charbon. Elle relance des centrales au charbon, mais elle a réussi à se positionner en termes de production énergétique, avoir un secteur des énergies renouvelables qui est aujourd'hui considérable dans sa part de production d'électricité notamment. Petite modulation tout de même. La part d'énergie renouvelable en Allemagne est de 12,5% de la production d'électricité. En France, elle est à l'heure actuelle de 12,1%. Donc le différentiel entre la France et l'Allemagne reste malgré tout relativement ténu. Mais on pense à l'électricité, mais si je me reporte à l'Alsace, par exemple, parce que l'Alsace est une région exemplaire en France. Oui, notamment, une fois de plus, on n'est pas comme les autres. C'est exactement ce qu'on se disait avant ce plateau. Et vous parlez de courage politique. Si l'Alsace est exemplaire, à ce que je sache, on n'est pas la région de France la plus ensoleillée. Par contre, on est la région qui est la plus équipée en nombre d'habitants de chauffe-eau solaire. Et la région qui produit le plus d'énergie renouvelable, mais c'est l'hydroélectricité. C'est l'hydroélectricité, absolument. Et le bois. Énergie thermique. Et pourquoi l'Alsace aujourd'hui est en tête ? Parce qu'il y a eu une volonté politique. Là, on a avec la transition énergétique un triple enjeu qui est l'enjeu environnemental, le dérèglement climatique. Et ça, il va falloir y faire face. On a un enjeu social en réduisant nos consommations d'énergie et l'énergie qui devient de plus en plus chère. Donc pour les ménages, on parle de fracture énergétique. Aujourd'hui, on parle de précarité énergétique. Oui, 4 millions de Français ont du mal à avoir à finir. Il faut qu'ils choisissent entre leur voiture, le chauffage et se nourrir. C'est insupportable. Et le troisième enjeu, il est économique. C'est s'offrir une nouvelle économie, une nouvelle industrie et des secteurs qui... On va y revenir avec Jean-Luc. Avant ça, je donne la parole à Mathieu qui veut réagir. Oui, juste un bémol, parce que moi, du coup, je connais pas les chiffres, mais loin de moi de remettre en cause la première position de l'Alsace dont vous parlez. On est premier parce que vraiment l'Alsace se débrouille bien ou parce que toutes les autres régions de France sont nulles, en fait? On va se le dire franchement, enfin, pas toutes les autres régions, parce que j'ai un autre très bon exemple en Languedoc-Roussillon. Donc on a quand même quelques autres régions qui se sont engagées. Mais c'est pas... Enfin, oui, c'est parce que les autres régions n'ont pas pris les mesures qui étaient... Pourtant, il y a des dispositions. Soyons... Il ne manquerait à aucune région de pouvoir investir dans d'autres moyens de production d'électricité d'origine dite renouvelable. Mais enfin, la transition énergétique, c'est pas simplement un problème d'électricité. L'électricité ne représente qu'une très petite partie de l'énergie consommée en France aujourd'hui. Il faut que les choses soient bien claires de ce point de vue-là. La transition énergétique, elle concerne aussi bien l'énergie d'origine électrique, mais l'énergie qui est consommée, entre autres, par les transports. C'est le pétrole, c'est l'importation de produits pétroliers, justement. Pour répondre à la question, en fait, l'Alsace a bénéficié de l'hydroélectricité. Ouais. Alors malheureusement, on a sacrifié le fleuve pour cela, et puis aussi parce qu'il y a plus d'un tiers de la surface qui est couverte de forêts. Donc bois, énergie, hydroélectricité représentent aujourd'hui l'essentiel des énergies renouvelables, mais ceci fait la démonstration, comme le disait Sandrine tout à l'heure, c'est que le mix énergétique, il doit être adapté au tempérament de chacune des régions. Il y a des régions qui sont adaptées... Qu'est-ce qu'on fait dans la Creuse ?
Ils n'ont pas de flotte, ils ont très peu de forêt, ils font quoi en Creuse? On déménage. Ils construisent une centrale nucléaire. Ils ont de la lumière, ils peuvent miser sur le solaire. Je sais Dans la Creuse, ils ont une chance phénoménale, c'est ce qu'on appelle la péréquation tarifaire. Au fin fond de la Creuse, on paye le courant électrique, le même tarif qu'à côté d'une centrale nucléaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi programmatique qui a permis d'installer des moyens de production d'électricité qui permettent à chacun des citoyens français de payer le kilowattheure, le même tarif. Et c'est ce qui fait que la France est en Europe l'un des pays où l'électricité est la moins chère. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Sandrine Bélier, on va y revenir dans un instant, sur cette histoire de compétitivité, emploi, économie. Et là, je me tourne vers vous, Jean-Luc Cardozo. On va revenir sur la centrale de Fessenheim qui va fermer. On va venir ça en détail dans un instant. Avant cela, est-ce que pour vous, syndicalistes, vous représentez les salariés de la centrale, un petit peu plus de 800, 2000 avec les sous-traitants, cette transition énergétique va créer des emplois, peut créer des emplois demain dans 5, 10, 15 ans? Alors, la transition énergétique, comme n'importe quelle nouvelle industrie, crée des emplois. En revanche, ce que nous on dit très clairement, c'est que aujourd'hui, des industries du type énergie renouvelable, donc éolienne, photovoltaïque, bois, biomasse, etc., voilà. biomasse, également tout ce qui est les hydroliennes, etc. Tout ça ne génère pas autant d'emplois que des industries du type des centrales nucléaires. Pour vous, demain, à part Fessenheim, encore une fois, on va y revenir, on va perdre des emplois parce que les énergies renouvelables ne vont pas compenser. Ça, c'est votre point de vue. Et je vois que Sandrine déjà est en train de dire non, je vais vous donner la réponse dans un instant. Oui, enfin, très on va laisser répondre Jean Cardozo. Aujourd'hui, on parle de fermeture de Fessenheim, d'en faire un centre exemplaire, des démantèlements, etc. Nulle part dans le monde, ça n'a employé autant de monde qu'en exploitation. Quand on aura démantelé, arrêté une centrale nucléaire, qu'elle soit à Fessenheim ou ailleurs, quand on l'aura arrêté, cette industrie, on va procéder à son déclassement, à sa mise à l'arrêt. Ça va durer un pige. Mais il va falloir compenser. Enfin, les moyens de production perdus, il va falloir les compenser. Donc il faudra mettre d'autres moyens. C'est pas en faisant comme ça qu'on fait en sorte de créer des emplois. L'avis d'Antoine Lecher, et après vous, Sandrine Bélier, sur cette idée de est-ce qu'on compense ou pas ces pertes d'emplois? On peut inverser le problème. Il existe aujourd'hui une corrélation parfaite entre le taux de croissance et l'approvisionnement en énergie. Et l'on constate que l'approvisionnement en énergie ne cesse de diminuer en France, comme d'ailleurs dans les autres pays, et qu'à partir de là, probablement, il est impossible d'imaginer poursuivre sur une logique économique qui a tout fondé sur la croissance. Et par conséquent, la transition énergétique, c'est aussi l'adaptation de l'appareil productif, qu'il s'agisse de l'industrie ou du tertiaire, à une énergie plus chère et plus rare. Et ça, c'est un élément qui doit être pris en compte. Si on ne fait pas cette transition, on va continuer probablement à dégraisser, j'aime pas beaucoup le terme, mais en tout cas à voir l'emploi diminuer, notamment dans le secteur industriel en France. Sandrine Bélier, et après Mathieu pourra réagir. Oui, quand on parle emploi et transition énergétique, c'est pas seulement les emplois dans la production d'électricité, c'est toutes les entreprises qui vont pouvoir se créer, c'est aussi tout le secteur, et on en parle beaucoup en ce moment, on parlait d'efficacité énergétique, comment Antoine l'a souligné, comment on isole, comment on consomme moins. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment, c'est évalué à l'échelle de l'Union européenne sur les 10 prochaines années, c'est environ la création de 2 millions d'emplois. Ce sont de nouveaux emplois, et en France, c'est 120 000 emplois. Il y aura une perte, on va pas se mentir. Il y a des métiers qu'on ne retrouvera plus, mais on a véritablement, au-delà de recaser des salariés, il y a en effet de la création d'emplois. Je vais le redire, quand on parle de transition énergétique, ça ne s'arrête pas à la production d'énergie. C'est véritablement penser un modèle économique de façon différente. Et je vous dis, c'est la 3e révolution industrielle. Jean-Luc Cardozo, rapidement réagissez à ce que dit Sandrine Bélier. Quand on parle de cherté de l'énergie, très clairement, aujourd'hui, le litre d'essence, gasoil ou essence sans plomb, est très largement au-dessus d'1 euro, 1,40 €, 1,50 €. C'est pas pour autant qu'il y a moins de véhicules qui roulent. Enfin, on a transformé des entrepôts en camions.
Enfin, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que tous ces camions continuent à transiter? Alors, j'ai rien contre le transport, mais enfin, la pollution d'origine. Il y a une nouvelle fiscalité verte qui est censée se mettre en place. Oui, mais attendez. Si les gens utilisent leur voiture, si on est encore sur les camions, c'est qu'on n'a pas les infrastructures aujourd'hui. Politiquement, les infrastructures n'ont pas été mises en œuvre pour favoriser le ferroutage. Pourquoi le ferroutage? Pourquoi y a-t-il eu un certain nombre d'empêchements à la SNCF et à sa filière fret, entre autres, de développer le ferroutage? Parce qu'il y avait une volonté, un lobbying qui faisait en sorte que, faut dire les choses comme elles sont. Après, très clairement, c'est pas parce que l'électricité sera plus chère, et il est hors de question que l'électricité soit plus chère. On va pas faire payer quelque chose à quelqu'un. Il y a des études qui disent dans quelques années, c'est de 15 à 30% plus cher quand même du coût. Il faut se mettre ça en tête. Si le coût réel augmente. Il y a une raréfaction des ressources naturelles. Il faut se le dire. On a réussi à consommer, à manger ce que contenait notre planète, et on n'en a qu'une en termes de ressources naturelles en moins d'un siècle. En attendant, aujourd'hui, on ne peut pas se passer du nucléaire parce que, ne l'oublions pas, enfin, EDF est une des entreprises qui investit le plus quand même dans la recherche. Une centrale comme Fessenheim-Sardagage, 400 millions d'euros. S'il n'y a pas 400 millions d'euros pour payer les panneaux, le courant produit par les fameux panneaux photovoltaïques ou par les éoliennes qui sont rachetées, enfin, les tarifs de rachat sont astronomiques. C'est très largement au-dessus du coût de sortie des centrales nucléaires. Enfin, faut dire les choses comme elles sont. Donc, s'il n'y a pas ces centrales qui aujourd'hui dégagent des bénéfices pour pouvoir injecter de l'argent dans la recherche, comment on va faire? Aujourd'hui, le parc nucléaire français, il est en grande partie, pour une grande partie, c'est le nucléaire qui finance les énergies renouvelables, selon vous? Pas seulement, en partie. Mais une des plus grandes entreprises qui investit notamment dans la recherche sur les énergies renouvelables, c'est quand même EDF. Mathieu Champvillard. J'ai bien compris qu'on était à la veille d'une révolution verte, d'une nouvelle révolution industrielle, que c'était plein de promesses dans plein de secteurs, y compris en termes d'emploi. On ne sait pas si ça s'équilibrera. Est-ce que, moi j'entends pas assez le courage politique dont je parlais un petit peu avant, qui est de dire oui, ça c'est prometteur, mais effectivement on l'a esquissé tout à l'heure, mais il y a un moment où ça va être difficile parce que oui, il faudra faire des efforts, oui, il faudra peut-être se serrer la ceinture, oui, on payera l'énergie plus cher. Pourquoi ça on a tellement de mal à l'expliquer aux gens? Alors c'est pas très sexy comme discours politique, je suis d'accord, mais à un moment il faudra bien arriver à le dire. J'ai indiqué d'entrée de jeu qu'au cœur de la transition, il y a la diminution de la consommation d'énergie. Ça suppose des changements de comportement. Or, d'une certaine manière, il est plus difficile d'obtenir de nos concitoyens un changement de comportement, un changement culturel, que de mettre un peu plus d'argent. Il est incontestable que la transition telle qu'on l'évoque, elle va aussi coûter de l'argent. Aujourd'hui, l'énergie la plus chère, c'est celle du Danemark, qui a poussé le plus loin, en particulier dans le domaine des éoliennes. Ça coûte de l'argent, il n'y a pas de doute. Et la vraie difficulté auxquelles nos économies sont confrontées, c'est de trouver les moyens, précisément, de financer cette transition. Moi, je voulais juste dire, vous dites ça va devenir difficile, c'est déjà difficile. Si aujourd'hui, notamment les responsables politiques se saisissent et lancent cette question de la transition énergétique, c'est que c'est déjà aujourd'hui difficile pour un certain nombre de ménages. C'est pas demain que ça va devenir difficile. Demain, ça va devenir plus difficile, et on le sait. On a l'impression qu'on leur dit c'est difficile parce que c'est la crise, grosso modo. Pas c'est difficile parce que c'est la vraie transition et il faut vous y préparer. Non, c'est difficile parce que c'est la crise, parce qu'on est dans une crise systémique. C'est une crise économique, mais qui est intimement liée à la crise écologique, à la crise du climat, à la crise des ressources naturelles. Cette crise, on la connaît aujourd'hui parce qu'on est arrivé au bout d'un système économique, au bout d'un modèle économique. Donc la transition énergétique, bien entendu, moi le plus difficile, je pense que c'est le courage politique. C'est de penser les choses autrement. C'est d'imaginer que les 30 glorieuses et l'économie telle qu'on l'a développée, la croissance, ça ne reviendra pas, ou en tout cas pas sur le modèle qu'on a connu. On décide d'arrêter le nucléaire aujourd'hui pour passer à un autre modèle de production énergétique dans 20-30 ans. Et il faut décider aujourd'hui. Décider de fermer Fessenheim, on va se le dire, fermer Fessenheim, c'est pas arrêter le nucléaire en France. Fessenheim ne produit pas toute la production d'électricité française dans le domaine du nucléaire. Il y a des circonstances. C'est la plus vieille centrale de France. Elle aurait dû déjà être fermée. Il y a eu un renouvellement. C'est pas la plus sûre. Elle nécessite un certain nombre de travaux liés au fait qu'elle soit en zone sismique. Il y a deux centrales nucléaires qui ont passé leurs 2 visites décennales avec brio
l'autorité de sûreté nucléaire a rendu... Il y a des travaux de sécurisation qui doivent être faits. EDF va investir plusieurs centaines de millions d'euros, là, qui ne seront pas investis dans la recherche sur les énergies renouvelables. Pour tenir sous perfusion une centrale dont on peut faire un site pilote, dont on peut... en plus, je pense qu'on a tout à y gagner. Là, encore une fois, on sera le leader. Les Alsaciens seront leaders. Ce sera la première centrale fermée. On va faire ça correctement, avec les salariés. On va voir comment on accompagne socialement cette fermeture. On va voir comment on arrive à engager tout ce qui est aussi le démantèlement. Comment on arrive à devenir un pôle de compétitivité dans ce domaine, qui est un secteur qui va aussi être important pour les prochaines années. Moi, je pense que... Quand bien même Fessenheim fermerait, la vraie problématique, c'est le réchauffement climatique. Réchauffement climatique, il est dû, en grande partie, c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes du GIEC, l'ensemble des gouvernements sont d'accord avec ça, c'est le réchauffement de la planète par, entre autres, un gaz qui s'appelle le CO2. C'est comme ça, le CO2, il n'est pas produit par les centrales nucléaires, il est entre autres produit par le transport, pour une grande partie d'ailleurs. Antoine Wechter. Je crois qu'il ne faut pas nier cette complexité. On a bientôt terminé le débat. Si on est complètement écologiste, on prend en compte effectivement cette complexité pour essayer d'y répondre. Et nous, ce que nous disons, c'est que la fermeture d'une centrale nucléaire doit être la récompense d'une diminution de l'effort fait pour diminuer la consommation d'énergie. Chaque fois qu'on a descendu d'un palier, on ferme une centrale. Et à ce moment-là, effectivement, on évite de faire ce qui vient d'être évoqué. Juste une question. Sur cette question, on est parfaitement d'accord. Parce que la question, elle se pose très simplement. On part du postulat qu'il faut fermer Fessenheim sans en parler, avant de faire le débat sur la transition énergétique. On pose en fait le résultat du problème avant de se poser le problème. D'abord, on se pose la question, c'est quoi notre problème pour faire la transition énergétique? Peut-être ça conduira à la fermeture de Fessenheim. Mais ça conduira peut-être pas à la fermeture de Fessenheim, ça conduira peut-être à la fermeture d'une autre centrale nucléaire ou d'un autre moyen de production. Là, on parle encore d'électricité, de la minorité de la consommation d'énergie en France. Que les choses sont bien. La transition énergétique, on a la question du risque aussi, d'une centrale qui est obsolète. On va pas faire le débat, on reviendra sur le débat de Fessenheim. Peut-être pas aujourd'hui, mais on le refera. Dans une autre émission, on va refaire ce débat, faut-il fermer Fessenheim ou pas? Vous, en disant que la centrale nucléaire de Fessenheim, elle est obsolète, c'est que certainement, vous êtes plus compétente que les spécialistes de l'autorité de sûreté nucléaire. En disant ça, vous niez la compétence des salariés de l'autorité de sûreté nucléaire qui eux, ont on va lancer un autre débat. En effet, je nie parce que j'ai un petit souci avec l'indépendance de cette autorité et donc de la qualité de ses rapports. On va y revenir dans le débat. On va juste conclure ce débat avec une seule chose. On parlait de fiscalité et de pédagogie. Est-ce que demain, je vous regarde, vous êtes prêt à payer votre électricité 30% plus cher? Je suis sûr que 90% d'entre vous qui nous regardez disent non. Antoine Wechter, vous allez voir le mot de la fin. Comment on fait pour dire demain tu paieras plus cher? Moi je pourrais juste ajouter une chose. En Allemagne, l'électricité est plus chère, mais la facture par ménage est moins élevée qu'en France. Pourquoi? Parce qu'ils consomment moins. Oui, je crois que le problème, c'est que nous n'avons pas le choix et que nous devons, par anticipation, effectivement, nous adapter à la fois au renchérissement de l'énergie et tout simplement aux pénuries à venir. Et par conséquent, si on est politiquement cohérent, la politique, c'est l'art, effectivement, d'anticiper. Il faut anticiper. Et tout le problème que nous avons, c'est de faire comprendre la nécessité de cette transition qui va effectivement se traduire aussi par des transferts d'emplois d'un secteur à l'autre. 10 secondes, Sandrine Bellier, ensuite Jean-Luc Cardozo. Je partage ce que disait Antoine. Oui, c'est une nécessité, donc on n'a pas le choix, d'une part, et c'est une opportunité. Jean-Luc Cardozo, CGT Fessenheim, c'est vous qui finissez. Le courage politique dont on parlait tout à l'heure, c'est de se poser les vraies données du problème et de ne pas donner les solutions avant, que les choses soient bien claires. Les organisations syndicales qui aujourd'hui défendent en particulier le nucléaire, quelles qu'elles soient, la CGT en particulier, mais les autres organisations syndicales également, sont pour globalement un mix énergétique, mais un mix énergétique raisonné et qui corresponde à une vraie démarche. Jean-Luc Cardozo, Sandrine Bellier, Antoine Wechter, merci beaucoup. Mathieu Chanvillard, vous reprenez votre vélo électrique. On se revoit vendredi prochain. Merci beaucoup.